Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV, le journal dans l'actualité de ce samedi 11 janvier. Des menaces planent sur l'année scolaire. Le G7 se plaint d'une absence d'intermédiaires sérieux depuis la suppression du poste de Premier ministre. Ces enseignants n'excluent pas de reprendre le mouvement d'humeur si l'État ne respecte pas les accords signés. Les opérations de désencombrement se multiplient tous les week-ends dans des quartiers de Dakar. Ce samedi, les habitants de la commune de la Biscuiterie ont nettoyé de fond en comble le marché Ngelao. Le maire, pour pérenniser ses actions, annonce la création d'une brigade. Et comme tous les samedis, l'article de la semaine, nous allons rendre visite ce soir à nos confrères du site dakaractu.com. Le journaliste Cher Sadi Boufal a fait analyser le long silence du leader de Réumi, Idrissa Seck. Au moment où le Front social est en ébullition, l'auteur de l'article en question va revenir sur les grandes lignes de ce dossier. Bienvenue à tous. Jusque-là, l'année scolaire 2019-2020 n'a connu aucune perturbation, mais cette accalmie risque d'être fragilisée par des mouvements en vue. Des enseignants commencent à brandir des menaces contre l'État du Sénégal, reprochés de ne pas respecter les accords signés. Les syndicalistes regroupés autour du G7 se plaignent de ne plus avoir d'intermédiaires sérieux depuis la suppression du poste de Premier ministre. Explication Cheikh Hassan Affal et Séléman Diallo. Après les nombreuses alertes lancées en 2019, les syndicats d'enseignants comptent passer à l'action. Des syndicalistes qui disent se sentir méprisés par l'État, qui, selon eux, n'arrivent toujours pas à satisfaire leurs revendications. Vous savez, l'année 2019 a été marquée par l'accalmie, mais aussi par différentes alertes lancées par nous autres du G7 par rapport au passif qui était là. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'il y a une certaine méprise que le gouvernement est en train de faire par rapport au passif, mais aussi à la non-ouverture des négociations entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Parce qu'il y a de nouveaux points qui sont déposés sur la table du gouvernement depuis 2 ans, et jusqu'à présent, les organisations syndicales attendent à ce que ces négociations soient ouvertes et aussi que ce passif-là soit résorbé, mais jusqu'à présent, on attend. Pour se faire entendre et crier leur désarroi, les enseignants du G7 comptent croiser les bras et battre le macadam. En tout cas, nous autres du G7, nous allons vers un plan d'action. Un débrayage le mercredi 22 et une grève totale le jeudi 23, d'une grève totale, suivie d'une marche que l'on puisse lancer l'alerte ensemble à ce gouvernement pour que les choses puissent se faire le plus rapidement possible. La suppression du poste de Premier ministre, une chose qui pour eux leur a fortement porté préjudice. Au moment où le Premier ministre convoquait les monitoring, il avait une certaine mainmise sur les autres ministres. Il pouvait les convoquer entre autres. Mais nous, au cours de ce monitoring que le docteur Cheikh Kanté pilote, nous avons eu à avoir des soubresauts entre le ministre et le docteur Cheikh Kanté parce qu'ils n'ont pas vraiment, ils ne sentent pas une réelle autorité sur eux pour exercer ou bien pour mettre en œuvre certaines questions. Donc c'est pour cela que nous disons que la suppression du poste de Premier ministre a été en quelque sorte quelque chose qui nous a un peu porté préjudice. Si l'accalmie et le climat qui a prévalu en 2019, le milieu syndical risque de connaître de nombreux renouds si les accords d'octobre 2018 ne sont pas intégralement satisfaits. C'était donc Cher Sal et donc Cher Hassan Affal. Les opérations de désencombrement se poursuivent à Dakar. Les habitants de la Biscuiterie ont donné un gros coup de lifting au marché Ngelao ce matin. Pour le suivi de ces initiatives, le maire de la commune a annoncé la mise sur pied prochaine d'une brigade avec tous les moyens matériels et financiers nécessaires. Abdourahmane Li nous fait le point de cette matinée, cette s'étale. Les opérations de désencombrement n'ont pas connu de pause, encore moins d'épilogue. Le décor au marché Ngelao en témoigne fortement. Les lieux pris d'assaut par les populations. Voies bloquées, balais à la main, des camions pour transporter les ordures, tout ce qu'il faut pour que le marché connaisse une cure de jouvence. C'est une opération qu'on devait faire depuis. Et même si le président de la République n'avait pas décrété, à partir de maintenant, d'organiser régulièrement des journées d'hygiène et de salubrité, il fallait quand même, vu tout ce qui se passe et les images que nous avons aujourd'hui, faire ces journées-là. Parce que ce qui se trouve aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer cela. Et c'est nous qui vivons ici, c'est nous
qui sommes ici, c'est nous qui mangeons ce qui se vend ici. Et je pense que ça, c'est une très bonne opération. Satisfait des opérations, le directeur de la propreté et de l'hygiène publique salue surtout la démarche inclusive du maire de la localité. Nous avons suivi le processus sur instruction du ministre Abdou Karim Fofana. Nous avons participé même à des réunions à la mairie. Nous avons participé à des réunions avec, bien sûr, le sous-préfet même de Grand Dakar. Tout cela pour montrer que ces démarches ou ces activités pareilles nécessitent une démarche, une collaboration avec tous les acteurs, et c'est ce qu'a compris le maire et l'équipe municipale. Pour les principaux concernés, les commerçants en l'occurrence, ces opérations de désencombrement sont à leur faveur. Le marché a été fermé à cause de ces opérations de désencombrement. Vous savez, une fois que le marché est nettoyé de fond en comble, cela nous permettra d'avoir un marché propre, des aliments sains, et c'est un atout pour nous commerçants. Par rapport au suivi, le maire de la commune de Biscuiterie ne compte pas croiser les bras. Il compte définir une stratégie mûrement réfléchie pour inciter les populations à l'assainissement de leur environnement. Mais par rapport au suivi, d'abord, la première chose à faire, c'est que nous allons mettre en place une brigade qui va s'occuper de la sécurité et de la salubrité. Ensuite, on va organiser les quartiers avec la collaboration de toutes les AC, des organisations de jeunesse. Et on va mettre un prix pour voir le quartier le plus propre. Et ensuite, sur les subventions qu'on va octroyer au mouvement de jeunesse, nous allons conditionner notre subvention pour que les jeunes puissent s'impliquer. Il faut commencer et les gens vont suivre. C'est en ces termes que le maire de la commune de Biscuiterie a terminé son propos pour un environnement propre sur l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana a visité aujourd'hui les résidences du groupe Sertem à Mbao. La première phase de ce projet de logement fait état de 164 maisons vendues. La deuxième phase a été lancée ce samedi. Des maisons que nos équipes ont également visitées. Omar Khan et Moussa Fall. Je vous demanderai personnellement de prendre contact avec le chef de l'État sur une autre résidence où il pourra bien se reposer. Il faut venir à Ridwan. Ce n'est pas seulement un résident qui cherche désespérément un voisin, mais c'est un client satisfait et qui veut partager son bonheur d'avoir acquis une des villas du projet Ridwan. Je peux dire que c'est l'accueil qui m'a mis dans le bain. J'ai été très bien accueilli et ensuite j'ai trouvé de la qualité quand je suis venu. Je ne me suis pas trompé de destination. Je suis allé pour quitter Ridwan et aller au centre-ville, ça vous prend uniquement 15 minutes. Déjà, c'est accessible. Le prix accessible, parce que nous l'avons pris depuis des années et comme l'a dit Madame Gomme, à l'époque, nous avons échelonné les paiements et ça s'est fait au bout de 5-6 ans. Vraiment, donc je peux dire qu'il n'y avait pas de problème pour le prix quand même. Ridwan, un projet immobilier de 10 hectares porté par l'entreprise Sertem pour un coût de 25 milliards de francs CFA. Une première phase de 164 villas et une deuxième en vue de 116. Des logements qui offrent toutes les commodités. Nous proposons aujourd'hui 2 types de villas dans ce programme. Donc des villas Soraya qui s'étendent sur des parcelles de 225 m² et 300 m² qui sont de type F5, donc 4 chambres salon, et des villas Dahlia qui sont réparties sur des parcelles de 150 m² et qui sont constituées de 3 chambres salon. Par commodité, on entend tout ce qui est piscine, salle de fête, également un lieu de culte, mais aussi des espaces verts, des aires de jeu, des allées piétonnes et pavées. Une belle occasion pour le ministre du Logement de faire un clin d'œil aux promoteurs immobiliers. Abdou Karim Fofana les invite à venir investir dans le projet des 100 000 logements sociaux. Au bout de 15 jours, nous avons enregistré 120 000 demandes. 120 000 demandes, alors que le programme pour les 5 prochaines années n'est que de 100 000. 80% des demandeurs qui sont sur Dakar, Thiès et Mbour. Imaginez-vous que, je ne le savais pas, à Ziguinchor, il y a 4 000 demandeurs solvables. Donc aujourd'hui, il y a des opportunités à Ziguinchor. Saint-Louis, plus de 4 000 demandeurs. Kaolack, 3 000 demandeurs. La région de Diourbel, 3 000 demandeurs. Donc si on considère une cité Ridwan avec 300-400 logements,
Imaginez qu'à Ziguinchor, il y a 10 cités de 400 logements à faire dans le cadre de ce programme. Une demande bien reçue du côté de Certem. Merci beaucoup, Marc Anne. La monnaie unique ouest-africaine ECO est prévue cette année 2020. Mais avant son entrée en vigueur, des préalables sont nécessaires. D'abord, sécuriser cette monnaie que vont partager tous les pays membres de l'UEMOA. Pour y arriver, l'économiste Khadim Bambadji recommande de complexifier des nouveaux billets et de maîtriser surtout les lieux de fabrication de ces billets. Entrevue avec Mamadou Bipassi-Soro sur des images de Seleman Diallo pour ITV. Depuis l'annonce de l'ECO, la nouvelle monnaie qui va remplacer le franc CFA, ce spécimen que vous voyez circule beaucoup sur le net. Mais prudence, on ne sait toujours pas à quoi va ressembler cette monnaie. Bon, c'est du n'importe quoi. Je le vois parfois. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Je pense que les gens n'ont pas encore discuté sur ces questions-là. Et vraiment, un billet, quand vous regardez le billet de 10 000 francs au Sénégal, sa complexité, là, vous voyez le billet, on ne peut pas faire moins que ça. Ça n'a pas de sens. Je pense que vraiment, c'est des papiers que les gens mettent. Et c'est facile aussi pour le journaliste de taper ECO, voir une image, tirer l'image, ainsi de suite. Mais bon, il faut aller chercher la source de cette image-là. Ce n'est pas une source officielle. Et je pense que quand même, pour un esprit compétent, on ne peut pas avoir des billets aussi complexes et après créer une monnaie unique, avoir des billets aussi simples. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune date officielle pour la mise en circulation de la monnaie, mais une chose est sûre, sa production et sa mise en circulation sont deux enjeux à maîtriser. Bientôt, on met bientôt entre griffes, bientôt entre griffes parce qu'on veut mettre en place une monnaie unique qui s'appelle ECO, mais ce n'est pas aussi simple. C'est un processus, ça demande du temps. Aujourd'hui, certains de ces pays, parce qu'en Afrique, il n'y a que 8 pays qui fabriquent leur propre monnaie. Et nous, on fait notre monnaie à chamalière en France. D'habitude, c'est juste pour des raisons de sécurité, parce que les pays qui fabriquent leur monnaie, ce sont les pays qui ont plus de faux billets. À partir de ce moment, protéger la monnaie devient une chose extrêmement importante. Une fois qu'on se lance sur cette monnaie unique-là, il faut qu'on fait des benchmarking et mettre en place les bonnes pratiques, à savoir les 8 monnaies dans l'espace CEDEAO. Quelles sont les monnaies qui ont le plus de faux billets, quelles sont les monnaies les plus protégées, essayer de travailler ensemble. L'économiste préconise certaines mesures à prendre pour une gestion plus efficiente de la monnaie avant sa mise en circulation. Alors, il faut savoir que la zone UEMOA fabriquait ses billets à l'étranger parce que simplement c'était 150 millions d'habitants. Ce n'était pas un marché, ce n'était pas sûr d'avoir une machine qui fait des billets avec tout ce que cela comporte en termes de coûts, en termes de gestion. Il était beaucoup plus intéressant de faire une opération commerciale, à savoir aller dans un autre pays, faire les billets moins chers, parce que je dis souvent aux étudiants, ce n'est pas parce que je veux manger du pain pour ma famille que j'achète une boulangerie pour me faire 2 pains, 3 pains. Le coût d'entretien de la boulangerie devient plus cher que les pains que je mange. Maintenant, si vous avez un quartier, oui. Et je pense que dans un marché de 400 millions d'habitants, il est extrêmement important et obligatoire même d'avoir une entreprise qui fabrique ces billets-là. Depuis près de 40 ans maintenant, le vœu des États membres de la CEDEAO était d'avoir une monnaie commune et pour certains de rompre avec le franc CFA considéré comme une relique coloniale. Ce rêve devrait prendre vie au cours de cette année, mais aucune date n'est encore fixée. D'abord, en République démocratique du Congo, des milliers d'étudiants qui résidaient dans le campus de l'université de Kinshasa ont tous évacué les lieux. Mardi dernier, le ministre congolais de l'Éducation a suspendu toutes les activités au sein de l'institution. Cela fait suite à des manifestations au cours desquelles les étudiants protestaient contre la hausse des frais académiques. Selon les autorités congolaises, cette mesure vise à déloger ceux qui ne sont pas inscrits comme étudiants, mais qui occupent quand même de manière abusive les résidences. Le Parlement éthiopien a adopté une nouvelle loi qui contrôle désormais la circulation d'armes illégales dans le pays.
L'Éthiopie espère que cette mesure va contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans tout le pays. Le nouveau texte limite le nombre d'armes à feu qu'un individu peut posséder et interdit la vente et le transfert à un tiers. La législation prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour ceux qui portent illégalement une arme à feu et jusqu'à 15 ans pour la vente illégale en vrac. Et nous terminons avec l'Iran qui a reconnu avoir abattu le Boeing 737 Ukrainian Airlines par erreur. Le président Hassan Rouhani a d'ailleurs présenté les excuses de son pays, mais l'Iran continue quand même de pointer les États-Unis. L'opérateur de missiles qui a abattu le Boeing ukrainien avait fait feu sans avoir obtenu la confirmation d'un ordre de tir à cause d'un brouillard. Et nous sommes samedi, l'article de la semaine, un nouveau numéro dakaractu.com nous reçoit ce soir. Un de ses journalistes a écrit un article sur le silence du leader du parti Réumi Idrissa Seck. Le papier est intitulé, je cite, Position politique Idrissa Seck ou le silence bavard. Son auteur, cher Sadibou Fall, a rencontré El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. Le silence de Idrissa Seck ne laisse personne indifférent. Un silence bavard diversement apprécié. Je pense qu'à un moment donné, il s'est autocritiqué lui-même. Il a fait son mea culpa pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas par rapport à mon comportement, par rapport même le comportement que je dois tenir vis-à-vis des Sénégalais en tant que leader de l'opposition, en tant qu'opposant de premier degré. Donc, il était très normal pour lui de voir ce qui n'allait pas. Il doit peut-être adopter une autre stratégie, beaucoup plus rentable, pour essayer donc de gagner la confiance des Sénégalais. Pourtant, beaucoup de sujets préoccupent les Sénégalais. L'augmentation du prix de l'électricité, l'arrivée de Sen'Eau à la place de la SDE, le dialogue national. Mais attention, pour mon confrère de Dakaractu, le patron du parti Réumi a sa stratégie qu'il ne dévoilera jamais. C'est juste un constat que nous avons fait par rapport à son mutisme, par rapport peut-être à son passivité et à cette réticence par rapport à un certain nombre de questions qui sont évoquées un peu partout dans le pays. En tant que leader, en tant que membre de l'opposition, il y a même certains qui pensent que c'est lui le potentiel chef de l'opposition. Donc pourquoi se taire sur des questions d'urgence, des questions qui interpellent donc le pays? Nous avons compris, en un moment donné, il s'était embarqué dans une position assez particulière, une position qui pourrait montrer même qu'il était un peu en retrait par rapport à tout ce que fait le régime de Macky Sall. Donc, à un moment donné, il s'était mis à critiquer ou même à jeter quelques mots assez déplaisants pour donc essayer de décrier le régime de Macky Sall. Qui parle se révèle, dit-on. L'ancien Premier ministre sous le régime Wade suit son agenda en espérant certainement succéder l'actuel chef de l'État. Personnellement, au moment où je vous parle, je pense qu'il doit se prononcer. Voilà. Qu'il a le devoir de se prononcer. Parce que c'est un leader, c'est quelqu'un que les Sénégalais écoutent. Donc, je pense qu'actuellement, il est bien placé peut-être pour sortir et parler. Certes, il y a des positions politiques, il y a peut-être des stratégies et des non-dits. Parce que c'est des politiques, ils ont peut-être leurs secrets, ils ont leurs astuces, leur calendrier, etc. Ce qui est constant, c'est qu'avec ce long mutisme, les Sénégalais attendent avec impatience la prochaine sortie du président du parti Réumi.
Merci beaucoup, Elhadj Maliksi. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'article de la semaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. À suivre hier, la météo et puis le retour des infos à minuit. Duke Pribali avec Baba Ndiaye. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 sur ITV. Bonsoir.